Pendant tout ce temps, la population palestinienne subit de plein fouet le boycott décidé par les États-Unis et l'Union européenne contre son gouvernement démocratiquement élu. 3 conditions sont fixées pour une reprise de l'aide: que le gouvernement palestinien reconnaisse Israël, qu'il renonce à la violence, qu'il reconnaisse les accords déjà signés par l'autorité palestinienne. Mais si l'Union européenne et le quartet veulent imposer une solution fondée sur la coexistence entre 2 États, pourquoi ne demandent-ils pas au gouvernement israélien de reconnaître un État palestinien dans les frontières de 1967, de renoncer à l'usage de la force, de reconnaître les accords d'Oslo qu'ils ne cessent de violer? Une nouvelle fois, c'est à une seule des 2 parties en conflit que l'on demande des concessions. De plus, en remplaçant l'aide à l'autorité par une aide humanitaire, l'Union européenne répète l'erreur qu'elle a faite en Irak. Certes, elle permet aux populations de survivre, mais elle contribue à la destruction des structures étatiques. Près de 15 ans d'embargo contre l'Irak avaient abouti à l'affaissement des structures de l'État, qui se sont volatilisées lors de l'invasion américaine. Plus d'1 an d'embargo contre la Palestine a débouché sur un affaiblissement considérable des structures de l'autorité, un accroissement du pouvoir des groupes militaires ou des tribus, un délitement de la sécurité. Pour essayer d'enrayer la marche vers la guerre civile, le Hamas et le Fatah ont signé à la Mecque, en février 2007, un accord pour constituer un gouvernement qui a été investi le 15 mars. Prémonitoire. Robert Malley, directeur du programme Proche-Orient de l'International Crisis Group et ancien conseiller du président William Clinton, écrivait alors: le succès de la Mecque dépendra, pour beaucoup, de l'attitude internationale. Déjà s'élèvent des voix qui, tout en saluant hypocritement l'effort saoudien, réclament du gouvernement à venir qu'il respecte les conditions précédemment imposées. De l'administration Bush, on ne s'attendait guère à mieux. Mais de l'Europe, n'aura-t-elle rien appris de cette faillite collective? Si accord il y a eu en Arabie saoudite, c'est bien parce que le Hamas n'a pas été sommé d'accomplir une révolution idéologique, qu'il ne fera pas, mais plutôt encouragé à réaliser une révolution pragmatique qu'il fera peut-être. Le parcours du Hamas est tel qu'il justifie qu'on le mette à l'essai. Est-il prêt à accepter et à imposer un cessez-le-feu réciproque? Est-il disposé à laisser les mains libres au président Abbas, dûment mandaté en tant que dirigeant de l'OLP à négocier avec Israël? Est-il d'accord pour que soit soumis à référendum tout accord que Mahmoud Abbas aura conclu? Et s'engage-t-il à en respecter les résultats? Article du Monde le 13 mars 2007. Ce chemin, la communauté internationale a refusé de le suivre, poursuivant sa politique de sanctions et aggravant la situation sur le terrain, exacerbant les tensions qui ont débouché à la mi-juin 2007 sur la prise de contrôle totale du Hamas sur la bande de Gaza et sur une victoire contre le Fatah. Pourtant, ni les États-Unis, ni Israël n'avaient lésiné sur les moyens militaires donnés au Fatah pour l'emporter, autorisant à plusieurs reprises le passage d'armes destinées à la grande présidentielle comme à la sécurité préventive. Rien n'y a fait. La désertion de la plupart des responsables militaires du Fatah, Mohamed Dahlan, Rachid Abou Sabak, Samir Macharaoui, qui ont préféré se terrer en Cisjordanie ou en Égypte plutôt que d'être aux côtés de leurs troupes, n'est qu'un de ces éléments d'explication d'une cuisante déroute. L'incapacité du Fatah à se reformer
a abandonné son statut de parti-État d'un État qui n'existe pas pour celui de force politique normale en est un autre. Népotisme, corruption, clanisme continuent de gangréner l'organisation fondée par Yasser Arafat. La férocité des affrontements entre le Hamas et le Fatah à Gaza illustre la dislocation de la société palestinienne, accélérée par 15 mois de boycott international. Exécutions sommaires, vengeance, pillage ont marqué les combats, chacun des deux camps accusant l'autre d'être à la solde de l'étranger. Déjà, le 12 janvier 2007, au cours d'un grand meeting à Gaza avec Dahlan, la foule conspuait les chiites du Hamas. Quant à l'organisation islamiste, elle dénonce ses ennemis comme des agents d'Israël et des États-Unis, ou tout simplement comme des koufars, des infidèles. La journaliste israélienne Amira Hass note que les deux camps transforment les civils en otages et les condamnent à mort dans des combats de rue, sacrifiant la cause palestinienne sur l'autel de leur rivalité. La Palestine paie la militarisation de la lutte politique, militarisation qui s'accompagne d'un culte de la violence et d'un machisme exacerbé. Dans un texte désespéré envoyé via Internet le 12 juin, le psychiatre palestinien Eyad Serraj déplore que de haine et d'appels tribaux à la vengeance. Ce n'est pas seulement une lutte politico-militaire pour le pouvoir. Nous avons tous été défaits par Israël, et ce sentiment d'humiliation se retourne contre des ennemis plus petits en notre sein. Israël nous a brutalisés par l'oppression et la torture, et a provoqué une douleur et des traumatismes qui montrent maintenant leur vilaine figure à travers une violence toxique et chronique. Pour sa part, le journaliste israélien Gideon Levy décrit ainsi le legs de 40 années d'occupation. Ces jeunes gens que nous avons vus s'entretuer si cruellement sont les enfants de l'hiver de 1987, les enfants de la première intifada. La plupart n'ont jamais quitté Gaza. Ils ont vu, des années durant, leurs frères aînés battus et injuriés, leurs parents emprisonnés dans leur propre maison, sans travail et sans espoir. Ils ont vécu toute leur vie à l'ombre de la violence israélienne.